Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec une vidéo de prof. Et oui, je sais que ça fait excessivement longtemps que j'en ai pas fait, puis je pourrais vous donner 1000 excuses pourquoi j'ai pas eu le temps, pourquoi j'avais pas d'idée, pourquoi j'avais pas de motivation. Mais là, j'ai décidé de me reprendre et de me relancer dans cette série-là parce que je suis présentement en train de faire mon stage final en enseignement. Puis là, je déborde d'idées, donc j'ai décidé de vous en parler. Le sujet dont je vais traiter aujourd'hui, c'est la planification. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? Premièrement, parce que c'est une des énormes tâches de l'enseignant que de planifier les apprentissages et ce qu'il va enseigner à ses élèves. Deuxièmement, parce que quand je suis rentrée dans mon bac, c'était un de mes gros questionnements. Comment les enseignants font pour savoir qu'est-ce qu'ils enseignent, quand ils enseignent, pourquoi, à quel niveau on enseigne telle chose. Donc c'était vraiment un gros point d'interrogation dans ma tête, donc je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. La première chose que vous devez savoir, c'est que tous les enseignants du Québec utilisent deux documents pour faire leur planification. Alors premièrement, le programme de formation de l'École québécoise qui se présente comme ça ici. Voici la couverture et voici son épaisseur. Alors ce document-là présente en fait pour chaque matière les compétences que les élèves doivent acquérir et ce sont les mêmes tout au long du primaire, c'est juste qu'on travaille à différents niveaux à ce moment-là. Alors si je peux vous donner un exemple, en français, il y a 4 compétences, donc lire des textes variés, écrire des textes variés, communiquer oralement et apprécier des textes. Donc ça, c'est les 4 compétences en français. Puis il y en a aussi en mathématiques, en sciences, en univers social, en éducation physique, en art plastique, en musique, nommez-les. Il y a des compétences dans absolument toutes les matières. Donc ça, c'est un document qui nous aide grandement à voir ce qu'on doit travailler avec nos élèves. Le deuxième document qui est très important et qui est devenu comme une bible pour moi, c'est la progression des apprentissages. Là, je vous montre juste celui en français, c'est pour ça qu'il n'est pas si épais que ça. Il y en a encore une fois pour toutes les matières. Et ce document-là est probablement le plus précis d'entre tous. C'est celui qui dit en quelle année on doit apprendre à conjuguer des verbes à l'imparfait, en quelle année on doit être capable de faire la multiplication à 3 chiffres, ou en quelle année on doit apprendre telle chose en anglais, telle chose en musique. Donc ça, c'est vraiment une bible qui dit absolument tout, à quel niveau on doit apprendre toutes les notions qui sont vues durant tout le primaire. Donc c'est vraiment un document qui est très important pour tous les enseignants au primaire. Ensuite vient la grande question, oui, mais qu'est-ce que je fais pour savoir qu'est-ce que j'enseigne, quand je l'enseigne, pourquoi je l'enseigne? Ça dépend vraiment du matériel que chaque prof, que chaque école utilise. C'est vraiment différent dans chaque école. Là, moi, c'est mon 4e stage, puis vous voyez, ça fonctionnait pas du tout pareil dans toutes les écoles. L'année passée, j'étais en 5e et 6e année, puis on avait presque pas de manuel. C'était vraiment des activités qui venaient de nous avec le matériel qu'on avait dans la classe. Donc, on s'organisait avec ça. Tandis que là, pour ce stage-ci, j'ai des manuels et des cahiers d'exercices. Donc, je peux vous montrer un peu ça ressemble à quoi en ce moment, mais encore, c'est pas vraiment ce que tous les enseignants vont faire, donc c'est vraiment juste une méthode que je vous montre aujourd'hui. Donc en mathématiques, j'ai le manuel comme ça ici, défi mathématiques. Puis à l'intérieur, vu que moi je suis en première année, ça c'est vraiment le fun, c'est que les pages sont glacées. Vous voyez, les élèves peuvent écrire à l'intérieur avec leur crayon effaçable. Donc ça c'est vraiment amusant, puis c'est le fun parce qu'on peut réutiliser les cahiers à chaque année. Puis ce qui vient avec ce manuel-là, en fait, c'est un guide de l'enseignant. Il y a ça avec tous les manuels. Puis celui de défi, je peux vous le montrer ici. Ça, c'est la section numération. Donc, il y a une section de numération, une section géométrie, une section pour toutes les notions en mathématiques. Puis, si vous voyez, si je peux vous montrer un peu, en fait, quand on l'ouvre, c'est vraiment un guide pour l'enseignant. Alors, la leçon numéro 5, puis quel matériel je vais avoir besoin, puis comment je vais faire ça, puis ça se relie à quelle page dans le manuel. Donc, j'ai vraiment une feuille qui me dit, telle semaine, vous devriez voir telle activité, la semaine suivante, telle activité. Ça, c'est vraiment un guide. On n'est pas obligé de respecter ça à 100% parce qu'évidemment, on a des élèves différents dans chaque classe. Donc, si moi, mes élèves ils ont moins compris une certaine notion, je vais passer un petit peu plus de temps, puis là, ça va me décaler dans l'horaire du manuel. Mais on n'est pas obligé de suivre ça à la lettre non plus, c'est juste un guide pour nous dire à peu près ce qu'on devrait voir. Je peux vous montrer aussi en français, j'ai ce manuel-là qui est Mélissa et ses amis, qui est divisé en thèmes. En fait, je pense qu'à chaque mois, on change de thème. Puis là-dedans, il y a des lectures, il y a des activités, puis il y a certaines lectures aussi qui sont reliées à des fiches qu'on va faire photocopier pour nos élèves. Puis là-dedans, il y a aussi des notions un peu grammaire, puis quels mots on va étudier durant la semaine. Donc à chaque semaine, on a une page à envoyer en devoir aux élèves de quels mots ils vont pouvoir étudier, puis quels sons ils vont devoir étudier. Puis avec ça aussi vient le guide. Donc ça, c'est le guide pour mon mois de mars. C'est quand même assez épais. Donc, je m'en vais voir, par exemple, lui aussi, il y a un guide de qu'est-ce qu'on devrait faire à chaque semaine. Puis ça, généralement, on est capable de le respecter parce qu'en
En français, généralement, ça va mieux qu'en mathématiques. C'est un petit peu mieux compris. Donc, si je m'en vais voir à ma première semaine, je peux vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, tâche 1. Ici, ça, ce serait ma première semaine. Puis si je tourne la page, j'ai un tableau ici avec toutes les activités, avec la page du manuel. Puis ici, il y a une fiche reliée à ça. Donc moi, je m'en vais voir dans mon manuel quelle lecture j'ai à faire. Je regarde s'il y a une fiche, je sors la fiche, je la photocopie pour mes élèves. Puis on fait ça. Puis aussi, il y a des activités à la fin du guide, il y a des activités d'évaluation qui n'ont pas vraiment rapport avec les lectures du manuel, mais qui ont rapport avec les personnages qui se retrouvent à l'intérieur. Donc, on nous propose certaines activités pour évaluer l'écriture, pour évaluer la lecture, pour évaluer la communication orale. Ce sont des thèmes qui ont été touchés généralement dans le manuel. Puis on peut évaluer nos élèves avec ça parce que selon les mots qu'ils ont à l'étude, à chaque semaine, à la fin du mois, on a quand même une assez grande banque de mots que les élèves devraient être capables d'écrire, par exemple. Donc on fait un petit test là-dessus, on leur fait écrire quelques phrases. Puis aussi les critères d'évaluation, qu'est-ce qu'on devrait observer chez nos élèves à la fin du mois pour pouvoir les évaluer. J'ai aussi emmené mon manuel de CR. Malheureusement, j'ai pas mon guide, je crois, avec moi. Donc ça, c'est mon manuel. Puis encore une fois, c'est la même chose pour chaque page, pour chaque lecture du manuel. Par exemple, je vais vous montrer une lecture. Voilà, donc les besoins du nouveau-né. Donc je vais aller faire cette lecture-là avec mes élèves. Puis dans le guide, je vais avoir les fiches qui peuvent se relier à cette lecture-là. Donc on remplit ça. Puis encore une fois, c'est vraiment bien indiqué les questions qu'on doit poser aux élèves, qu'est-ce qu'on doit observer. Parce qu'à chaque fois qu'on enseigne, on prend des notes, on observe les élèves qui participent, qui donnent des idées. Puis ça, c'est dans toutes les matières. Donc on observe ça en même temps. C'est vraiment une assez grande tâche de planifier et d'enseigner. C'est vraiment quelque chose parce qu'on a beaucoup de choses à regarder chez nos élèves. Finalement, je vais vous montrer mon agenda de prof qui se présente comme ça ici. Puis à l'intérieur, c'est tout simplement des périodes blanches que je vais venir remplir avec mes périodes d'enseignement. La première chose que je viens faire, c'est indiquer mes périodes libres. Ça, c'est quand mes élèves sont en musique, en édu, à la bibliothèque, anglais. Parce que je ne veux pas mettre l'enseignement là, évidemment, parce que mes élèves ne sont pas là, ne sont pas avec moi. Puis ensuite, je viens m'inscrire où je suis rendue en maths, où je suis rendue en français, où je suis rendue en ECR, en sciences, etc. Puis je vais essayer de placer ça. C'est tout le temps comme un casse-tête à chaque semaine. Honnêtement, le matin, on essaie de faire les choses qui sont un peu plus difficiles parce que les élèves sont souvent plus réveillés, plus disponibles cognitivement, si on peut dire ça comme ça. Donc l'après-midi, ils sont un petit peu plus fatigués, moins attentifs. Donc on met les choses vraiment importantes le matin. Puis surtout qu'on a plus de temps le matin aussi. Puis l'après-midi, on vient mettre des choses qui sont un peu plus légères, moins compliquées, qui demandent moins de concentration. Je mets souvent des maths faciles. Je mets souvent des sciences de l'univers social, de l'éthique et culture religieuse, ça passe mieux l'après-midi. Ou des revisions de mots, des petites activités faciles là, pour reviser les additions, les mots de la semaine. Donc je mets ça l'après-midi. Puis c'est vraiment le matin que je vais venir mettre mes grosses lectures, mes grosses situations d'écriture, puis les trucs en maths qui sont un petit peu plus difficiles ou qui demandent de la manipulation parce que avec les petits, on manipule souvent des jetons, des cubes, de l'argent, de la fausse argent. Donc ça, c'est plus fun de faire ça le matin pour eux. Puis aussi, il faut prévoir quand nos élèves sortent en orthopédagogie ou qu'ils vont voir d'autres spécialistes puis qu'il nous en manque dans la classe. C'est sûr qu'il ne faut pas faire quelque chose de trop important quand il nous en manque plusieurs. Donc quand mes élèves, maintenant, sont en orthopédagogie, ils travaillent la lecture, l'écriture. Donc moi aussi, je vais faire de la lecture en classe pour que il manque rien puis qu'on fasse l'équivalent de ce qu'ils font quand ils sont pas là. Donc ça, il faut prévoir ça. Puis aussi, j'ai des services dans ma classe parce que j'ai des élèves en difficulté. Donc il y a la TES, puis des fois l'orthopédagogue qui viennent me donner un coup de main en classe. Donc à ce moment-là, je vais faire des activités qui sont difficiles, qui demandent de la concentration parce que justement, j'ai un ou deux adultes qui sont là pour me donner un coup de main avec les élèves qui ont de la difficulté. Il faut évidemment aussi prévoir des routines parce qu'avec les petits, il faut vraiment qu'il y ait des activités routinières qui reviennent à chaque semaine. Donc la première période de la semaine, c'est souvent un retour sur la fin de semaine, là, leur petite routine du matin, puis ils écrivent dans leur petit journal, puis on se raconte notre fin de semaine. Donc il y a cette période-là souvent qui m'est volée, là, que je peux pas vraiment enseigner. Puis aussi le vendredi matin qui est la dictée, on fait l'agenda pour la semaine suivante, puis on regarde les devoirs qui sont à faire, on explique tout ça. Donc mon vendredi matin est pas mal pris. Et
le vendredi après-midi, qui est souvent aussi une période de jeu là, pour relaxer. Puis de toute façon, même si on met pas de période de jeu là, les élèves sont souvent pas vraiment disponibles pour travailler parce que la dernière période de la semaine sont un petit peu fatigués, énervés aussi. Donc on peut pas vraiment enseigner là, c'est pour ça qu'on leur met une période de jeu. Alors voilà, j'espère que ça répond grosso modo à vos questions sur la planification, sur comment on décide de ce qu'on enseigne, quand est-ce qu'on l'enseigne, pourquoi on l'enseigne. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, vous pouvez me les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et si jamais vous avez d'autres sujets dont vous voulez que je traite par rapport à l'enseignement, c'est sûr que je continue ma série My Life as a Teacher. Donc si vous avez des sujets, laissez-les aussi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de les récolter et de faire ça pour vous. Alors on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!